ولد الملك سيميون الثاني بمدينة صوفيا البلغارية ب 18 حزيران 37 على أثر وفاة والده المفاجئ الملك بوريس ب 28 آب 43. اعتلى العرش بأيلول 44، وبعد اجتياح الشيوعية لبلغاريا رفض الملك التخلي عن عرشه على الرغم من إعدام عمه الأمير كيريل ومعظم قادة ونخبة المفكرين بالبلاد. بأيلول 46 غادر الملك بلغاريا مع والدته وأخته دون التنحي عن العرش، فتنقلت العائلة الملكية من اسطنبول أولاً للإسكندرية بمصر، حيث درس الملك بمدرسة فيكتوريا كوليدج، إحدى أبرز وأشهر المدارس الإنجليزية. بحزيران 51 منحت الحكومة الإسبانية لعائلة الملك البلغارية حق اللجوء السياسي. عام 56 أنهى الملك دراسته بمدرسة الليسيه الفرنسية بمدريد، وبسبب نشاطاته المكثفة واهتماماته بمختلف المجالات والميادين وخاصة بمجال الأعمال، اتعذر على الملك الحضور المنتظم بحرم الجامعة، فدرس الحقوق والعلوم السياسية بمنزله. عام 58 التحق الملك سيميون بأكاديمية فالي فورج العسكرية، وتخرج منها بعد سنة برتبة ملازم تاني. خلال هالفترة كان الملك عم بيصب اهتماماته على كل الميادين المتعلقة ببلغاريا وخاصة بشؤون اللاجئين. بموازاة الأعمال الاجتماعية كان عم بيوسع الملك نشاطاته بعالم الأعمال، حتى أنه بيت يعتبر مستشار عالمي للأعمال. ومن أقواله: النفي هو أفضل مدرسة لملك، شرط أنه يقدر هالملك يعود لدياره. تزوج الملك سيميون عام 62 من امرأة إسبانية، مارغاريتا غوميز أثيبو، ورزق ب5 أولاد، 4 شباب: كاردان، كيريل، كوبرات، كوستانتين، وفتاة كالينا. أبرز هوايات الملك زراعة الزهور بالحدائق، أما بمجال الرياضة فبيمارس الكروس كونتري سكينج. بعد إلحاح الشعب البلغاري عاد الملك سيميون للمرة الأولى بأيار 96 إلى وطنه بعد 50 سنة من النفي، وكان باستقباله مئات الألوف من البلغاريين بأكبر تظاهرة شعبية شهدتها البلاد. أمضى الملك 3 أسابيع بصوفيا ثم عاد إلى مدريد. وبيبقى السؤال: هل يا ترى هيدي بداية العودة إلى العرش؟ Excellent début de soirée. Dans une ère où le peuple voulait participer au pouvoir et œuvrer pour une démocratie, le monde a connu des révolutions ainsi que des coups d'État successifs qui ont déstabilisé les systèmes politiques et remanié le cycle de l'histoire. À l'avènement de l'Empire soviétique, les monarchies s'écroulaient l'une à la suite de l'autre, laissant derrière elles une histoire déchirée, une couronne solitaire et une famille perdue. Ces familles ont porté leur trône et ont erré dans ce grand monde, réclamant un asile, un soutien, une complicité et un accueil. Tous ces monarques ont habité l'exil et l'ont porté dans leur cœur blessé et leur âme égarée. Ils l'ont épousé sans espoir de séparation, à l'exception de certains, dont l'invité de ce soir. Notre invité a ouvert les yeux sur la tragédie. Il a été couronné à l'âge de 6 ans. Il s'est enfui à 8 ans et il lutte depuis. Simple, authentique, naturel, proche des autres, attentionné et toujours disponible, il adore son pays et ne pense qu'à sa prospérité et son unité. Aujourd'hui, l'amour de son peuple le ramène à son pays 50 ans après. Il retournera sans doute pour retrouver la couronne, le trône et l'homme. Votre Majesté Simon de Bulgarie, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un privilège de vous avoir. Nous sommes très heureux. Je sais très bien que Liban, vous le connaissez. Il a une certaine familiarité avec ce pays. Vous avez plein d'amis libanais. Et ce soir, donc, c'est un moment d'émotion pour retrouver tout ce public qui vous attend, bien entendu. Et ce public également est très honoré de vous recevoir à travers ce petit écran. Alors ce soir, nous allons essayer de dresser un petit portrait autour de vous. Nous allons essayer de parler un peu de tout. Votre Majesté, vous êtes né à Sofia le 16 juin 1937, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre des plus atroces, bien entendu, des plus terrifiantes et des plus ensanglantes. Une guerre qui a dévasté l'Europe, qui a changé le cours abondant de l'histoire et qui a marqué le monde entier. Vous étiez tout jeune, il est vrai. Vous aviez 2 ans quand elle a éclaté et 8 ans quand les combats se sont estompés et la calmie s'est imposée, entraînant ainsi une nouvelle politique mondiale. Des images de cette période
flou, vague au début et clair un peu plus tard. Qu'en portez-vous? Oh, écoutez, dans le temps, il faut aussi, comme vous dites, c'est plus de 5 décennies, mais les impressions étaient si fortes que je dois dire que je me souviens de beaucoup de ces choses très, très clairement. Parce que finalement, en quittant le pays, j'avais 9 ans. Ce départ même était plutôt dramatique. Il n'était pas, enfin, une fuite à Varennes, puisque je suis ici aujourd'hui, mais malgré qu'on est parti plus ou moins officiellement, n'est-ce pas? Mais de savoir qu'on quitte le pays et de sentir ce qui s'était passé les 2 ans avant déjà qu'on était occupé par les troupes de l'Union soviétique, ma foi, je dois dire que tout ça sont des images dramatiques, mais vous savez, il y a d'autres personnes qui ont laissé la vie. Moi, j'ai eu la chance de survivre, donc il faut aussi être reconnaissant pour ça. Certainement. Alors, de ces images-là, qui sont claires, comme vous venez de les citer, qu'en reste-t-il? Oh, vous savez, c'est comme si on gardait quelque chose dans une archive, enfin dans une bibliothèque, mais ce n'est pas une image pour dire de revanche ou de vengeance ou de chercher. Moi, j'essaie de voir le côté positif dans tout. Et alors, j'essaie de me faire aussi une idée positive de ce que j'ai fait, parce que grâce à cet exil, peut-être j'ai appris beaucoup de choses qui sont plus utiles que si j'étais resté seulement dans le pays. Mais quand même, cette étape constitue un point assez fort dans votre vie. C'est des archives, c'est très vrai, mais c'est des archives qui vous ont marqué, bien entendu. C'est des images bien qu'on essaie de mettre de côté. Elles restent toujours incrustées dans Oui. le cœur et dans Oui. l'esprit. Oui, ça c'est certain, parce que quand même, quand on est enfant et on voit tout ce qui est arrivé, enfin la mort de mon père, puis le coup d'État, puis toutes les conséquences et les personnes autour de nous qui avaient été exécutées une chose et l'autre, bon, ça vous marque, et puis partir à l'exil, comme gosse, ça aussi. Mais là aussi, il y avait le côté aventure. J'avais 9 ans, l'idée d'aller en Égypte, ça me paraissait une chose fantastique où mes grands-parents d'Italie habitaient. Il y a une compensation dans tout dans la vie. Moi, je trouve qu'il faut regarder à chaque chose de son angle positif, et c'est la seule façon de ne pas s'aigrir. D'ailleurs, je cite une phrase que vous avez dite vous-même, que l'exil est la meilleure école pour un roi, à condition qu'il puisse retourner à son pays. Et oui, je crois que c'est un peu une palissade, mais enfin, c'est ça. Mais c'est vrai. Bah, j'ai l'impression, on Votre apprend beaucoup de choses. Majesté, vous avez connu et vécu avec votre père, le roi Boris III, pendant une très courte durée. Que reste-t-il des souvenirs qui vous ont liés? Et pensez-vous que ces souvenirs vous ont rapproché encore plus du trône et de l'histoire de votre dynastie? Écoutez, oui, évidemment, puis l'image du père est quand même, surtout à cet âge-là, n'est-ce pas, est très importante, quoique nous étions élevés à l'époque un peu comme ça se faisait. Et les enfants were seen but not heard. Donc on avait un contact au fond beaucoup moindre avec papa que les miens, mes enfants, ont eu avec moi. C'est une question générationnelle, mais aussi de circonstances. Mais les fois que nous pouvions voir papa, c'était toujours la grande joie, puis il nous racontait des choses, il dessinait très bien, alors il nous entretenait avec ça, ou on l'accompagnait à des excursions. Enfin, ces images-là sont très vives. Et alors le choc, quand finalement nous avons appris qu'il était mort, ça a été aussi terrible, parce que c'était l'image du père, si vous voulez, adoré, n'est-ce pas, et admiré. La Bulgarie connut de graves crises politiques et économiques dans l'entre-deux-guerres, où votre père, le roi Boris III, établit un régime. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il se rapproche de l'Allemagne, des nazis, signe avec elle l'accord de Vienne en 1941, qui fait de la Bulgarie une base militaire allemande dirigée contre la Yougoslavie et la Grèce, mais lui refuse son appui absolu et parvient jusqu'au bout à préserver l'indépendance bulgare. Le 13 août 1943, il se réunit avec le Führer Adolf Hitler. Une semaine après, il perd la vie. Il était tout jeune, enfin 49 ans, en excellente santé. Les circonstances de cette mort subite restent jusqu'aujourd'hui un grand énigme. Les nazis et les Britanniques se sont échangés des accusations. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pourquoi le mystère sévit toujours? Peut-être parce que quand dans les circonstances dramatiques de la vie d'une nation, le chef d'État disparaît, et subitement, n'est-ce pas, ma foi, on cherche toujours des explications non naturelles, si je peux dire. Maintenant, on n'a pas encore tous les éléments, parce que les archives des pays concernés, Grande-Bretagne,
États-Unis, et ça, ont été déclassifiées. Or, celle de Moscou manque encore. Ce n'est pas que je fasse des allusions gratuites, uniquement c'est que pour avoir aussi, si vous voulez, les impressions ou des données sur ce fait, parce qu'effectivement, mon père était en bonne santé. Bon, il était sous une pression terrible parce que, d'abord, il avait déjà essayé de tenir le coup pendant 2 ans en renvoyant l'idée de signer un accord avec l'Allemagne, et encore moins pour que ça serve comme base contre les voisins, mais c'était une question stratégique pour les Allemands d'arriver chez nous dans leur stratégie d'attaquer la Russie plus tard. Alors finalement, mon père avait calculé et vu que en résistant, le pays aurait été rasé. On peut voir le cas de la Pologne, mais ce qui est bien plus grave, c'est que, sans le savoir, mais peut-être il avait une intuition que la guerre serait perdue pour les forces de l'Axe, le pays aurait été re-rasé comme de nouveau la Pologne, n'est-ce pas, qui s'est opposée une fois et puis qui a été de nouveau envahie sous prétexte qu'elle était collaborationniste, n'est-ce pas. Là, avec la Bulgarie, il a essayé de tenir cette espèce d'état un peu spécial dans les relations. On n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, par exemple. Il n'y a pas de troupes bulgares qui sont allées contre la Russie, enfin sur le front Est. Et malgré ça, nous étions alliés. Alors il y a eu cette espèce de tension terrible, et peut-être quand Hitler l'a invité la dernière fois, donc le 13 août, comme vous dites très bien, bien son entretien a été houleux, ça nous le savons. Et mon père est rentré très bouleversé. Alors, il se peut qu'il soit mort d'une crise cardiaque massive. Au fond, la raison de sa mort était une thrombose coronaire massive. Mais qu'elle ait pu être induite par d'autres moyens, on ne peut pas le dire. Et je vous le dis, tant que je n'aurai pas vu les archives russes, parce qu'il faut chercher aussi à qui ça pouvait servir. Mon père était en train de négocier par des émissaires secrets. Encore l'autre jour, j'ai trouvé des documents très intéressants qui sont sortis actuellement, d'arriver à une sorte d'arrangement, un peu du genre de l'Italie, et de s'extraire de la guerre. Or, peut-être pour la stratégie soviétique de l'époque, je dis bien, je n'accuse personne, ça n'arrangeait pas. Il fallait avoir la Bulgarie comme pays ennemi, donc pour l'envahir et le libérer, entre guillemets. Alors peut-être on a précipité les choses afin que, justement, la mainmise soit effectuée sur la Bulgarie du point de vue stratégique soviétique. Et alors l'élimination du roi Boris, qui est un personnage extrêmement habile, était nécessaire. Mais ça, c'est une hypothèse comme une autre. Les Allemands ont accusé les Anglais de le faire, les Anglais ont accusé les Allemands de le faire. Dans la guerre de propagande complètement grotesque, on est arrivé même aux détails enfantins, de dire que les Anglais savaient 2 heures avant la mort du roi qu'il était mort. Bien sûr, parce que Sofia est à GMT +2. Alors, c'est complètement idiot, mais dans la guerre, n'est-ce pas, les propagandes, des fois, sont grotesques, comme je dis. On dit que ce 13 août, qui est d'ailleurs, le chiffre 13 porte malheur toujours. Pas forcément, ma mère est née un 13, ma sœur est née un 13, et enfin, je n'ai pas de préjugés. C'est bizarre, hein, les circonstances des choses. On dit que le cœur de Sa Majesté lui a été ôté et qu'il fut conservé dans une matière chimique. Oui. Cette version, vous y êtes attaché. D'ailleurs, vous avez demandé... Non, c'est un fait. C'est un fait, n'est-ce pas? Parce que nous ne savions pas. Parce qu'on avait toujours dit qu'il n'avait pas fait d'autopsie à mon père, parce que ça chagrinait trop ma mère de penser à tout ça, mais pour le préparer, parce qu'il a été exposé pendant toute une semaine, n'est-ce pas, dans la cathédrale de Sofia, eh bien, il a fallu les viscérer. Enfin, ce sont des détails épouvantables. Donc, le cœur était sorti. Donc, il y a eu des médecins pathologues qui ont pu regarder ça. Et ce que nous ne savions pas, c'est que le cœur n'était pas remis là, mais il était gardé dans un bocal qui est apparu en 93, une chose comme ça, n'est-ce pas, soi-disant dans l'endroit où il avait été enterré. En réalité, il avait été toujours gardé dans l'Institut de médecine pathologique. Enfin, c'est une question plus ou moins désagréable. Enfin bref, maintenant le cœur est la seule chose qui était remise dans le tombeau de papa au monastère de Rila, où nous l'avions enterré, parce qu'en 1946, on nous avait obligé de le sortir de là, parce que ça devenait un lieu de pèlerinage, et de l'enterrer ou de l'ensevelir dans le jardin de la villa, enfin du palais où nous habitions aux alentours de Sofia. Votre Majesté, la disparition de votre père, comment l'aviez-vous accepté?
Votre chagrin, comment a-t-il été amadoué? C'est difficile, vous savez, un gosse, c'est une optique tout autre. Évidemment, le chagrin est énorme, et puis pour moi, le choc était de voir que les aides de camp, les ministres et ça, le lendemain, se dirigeaient à moi comme on se dirigeait à papa. Si vous voulez, ça, c'est le côté réel, parce que je ne veux pas donner des airs de choses très profondes comme pensée, mais ça, c'était ce qui m'avait le plus secoué, si vous voulez, n'est-ce pas? Et puis, la mort, de voir mon père là, exposé, d'ailleurs, j'en ai gardé une espèce de... pas de terreur, mais certainement une chose désagréable. Depuis cette enfance, ça m'a marqué. Et quand je dois aller faire des condoléances, s'il y a quelqu'un qui est décédé, le fait de voir un mort me cause enfin quelque chose de tout à fait spécial, parce que comme gosse, j'avais été obligé de voir pendant 3 jours ou 4 jours, n'est-ce pas, d'aller voir mon père exposé à l'église. Donc c'était une situation où s'entremêlait l'ironie d'un côté, bien sûr la tristesse, la tragédie d'un autre côté. Le roi est mort, vive le roi. À l'âge de 6 ans, voilà accédant au trône, et selon la Constitution, un conseil de régence fut formé, parmi lequel votre oncle, le prince Cyril. Alors, saviez-vous ce que c'était qu'être un roi? Oh oui, parce que vous savez, dans les familles royales, on enseigne, ça c'est un métier qu'on apprend pour toute la vie. Et donc on l'apprend depuis le jour qu'on commence à avoir un peu de raison jusqu'à la mort. C'est un métier. Ah ben absolument, un métier, c'est une vocation plus qu'un métier, n'est-ce pas? Donc on nous enseignait, on disait toujours, tu dois faire ça parce que tu es prince, tu dois faire ça parce que tu es le fils du roi, fais attention à ceci. Donc au fond, quand le moment est venu, ma foi, c'était presque, je dirais, automatique, sans manquer de respect envers la mémoire de mon père. Mais enfin, et je crois que ça fonctionne comme ça dans toutes les monarchies. Et de nos jours, où on spécialise tellement les gens, je trouve qu'il faut regarder un peu plus attentivement à la spécialisation des chefs d'État couronnés, si on veut les appeler ainsi, parce que vraiment, c'est un job qui est bien appris, et c'est un job qu'on n'apprend pas du jour au lendemain, ou c'est quelque chose de bien plus, enfin, si on veut l'exercer bien. Oui, quand on est un roi symbolique, c'est normal, mais quand on est un roi effectif, quand nous avons le règne entre les mains, quand nous avons le pouvoir, ça a quand raison nous de plus, gouvernons... mais nous, moi je parle que d'une monarchie constitutionnelle qui est la nôtre, et l'idée du 3e millénaire, c'est plutôt ça. Mais la personnalité peut peser et peut être décisive, ça c'est sûr. Votre Majesté, durant votre règne, les soviétiques qui avaient pénétré en Roumanie déclarent la guerre à la Bulgarie le 5 septembre 1944. Suite à l'armistice, l'armée rouge occupe le pays. Les Bulgares s'allient aux soviétiques et combattent les troupes du Troisième Reich. Ce coup engendre un massacre des plus douloureux d'histoire. 2680 condamnations à mort, dont celles des régents Filov et Cyril, ainsi que la majorité des chefs politiques, des intellectuels et de l'intelligentsia. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé? Écoutez, on ne peut pas être révisionniste de l'histoire, et je ne peux pas le résumer en quelques minutes, mais c'est l'issue et le résultat d'une guerre qui a, comme vous l'avez bien dit, convulsionné le monde. C'est ce que les pays petits payent quand les grands tranchent et font, si vous voulez, le partage. Et donc nous, on avait été octroyés ou vendus, appelons-le comme vous voudrons, à l'Union soviétique, et par conséquent, on a payé ça, quoique, comme je dis, on n'a pas attaqué, donc les troupes soviétiques sont entrées en Bulgarie, au fond, de très bon gré, et la population aussi les a acceptées comme telles, parce qu'avec la Russie, nous avions toujours des liens culturels, religieux, historiques, ce que vous voudrez. Maintenant, les exécutions, et ça, sont les excès typiques d'après-guerre, si vous voulez, de régler des comptes. Et c'est là où il y a eu beaucoup plus de morts, c'est dans ce contexte-là, et puis évidemment d'un système totalitaire que préconisaient les occupants soviétiques, et c'était l'époque, n'est-ce pas? Alors on ne parlait pas de droits de l'homme, on n'évoquait pas toutes sortes de choses que nous considérons de nos jours essentielles et importantes. Et alors ces massacres, puis dans certains pays, vous savez, ça me fait penser, souvent on parle des Balkans, la balkanisation, croyez-moi, ce terme me bouleverse autant que quand on parle de libanisation. Je trouve que ce sont des choses gratuites, inventées par des personnes qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire de blâmer un pays comme ça, et encore moins de tenir compte de son histoire, de son idiosynkrasie. Ce n'est pas de notre faute si on n'est pas placé le Liban où il est, ou la Bulgarie où elle est, ou que ce soit des petits pays avec un passé culturel plus long,
n'est-ce pas? Alors d'utiliser ces termes-là, je trouve ça très injuste. Mais voilà, on nous a punis, on a payé pour ça. Maintenant, regardons, essayons de voir ce qu'on peut faire pour remettre la situation et que ces peuples puissent vivre dignement et dans un bien-être relatif au moins. Après avoir exterminé tous les symboles de la monarchie et tous leurs alliés, comment justifiez-vous le fait que la reine Johanna, votre sœur, la princesse Marie-Louise, et vous-même ayez été épargnés? Vous n'étiez pas en mesure d'entraver leurs objectifs, il est vrai, mais vous représentiez quand même un régime qu'ils voulaient certainement déraciner et abolir, d'un côté, et vous pouviez, à long terme, constituer une certaine menace, deuxièmement. Écoutez, je crois que papa avait évité pendant ces 25 ans de règne de signer de contre-signer des condamnations à mort. Il avait son système, il gardait la sentence que le tribunal lui présentait dans un tiroir, et puis à la première fête nationale, il commuait ça à, je ne sais pas, une sentence quelconque. Je crois que beaucoup de personnes qui sont venues au pouvoir avec le coup d'État de 1944 étaient des graciés par papa. Donc, ils avaient peut-être une certaine mesure, voilà. Ensuite, mon père, quand même, était très populaire. Un gosse de 9 ans, de le coller au mur et de l'exécuter, je crois que face aux autres alliés occidentaux, américains, anglais et français, ça aurait fait quand même une impression plutôt sinistre. Alors, comme vous dites, peut-être ils ne voyaient pas de menace directe, peut-être c'était les bons sentiments accumulés, bref, me voilà, j'ai le plaisir de répondre à vos questions aujourd'hui ici, que je n'aurais pas pu faire autrement. À la suite d'un faux plébiscite, fondé sur une fraude contrôlée, vous vous trouvez acculé à quitter le pays avec votre mère, votre sœur, le 16 septembre 1946, et ce, sans avoir abdiqué. Vous entamez ainsi le périple qui vous mène à l'exil. Alors, racontez-nous le chemin de l'exil, comment il était, le contexte historique, ainsi que l'état d'âme que vous habitez. Je vois que vous êtes très très bien renseigné sur ma modeste biographie. Donc j'ai essayé de préparer un dossier comme il faut, afin de pouvoir interviewer. Ben écoutez, c'est une histoire comme une autre. Vous savez, il y a tellement d'exilés, il y a tellement de personnes qui, au fond, ont eu des malheurs bien plus grands que le nôtre, que ça me paraît presque présomptueux d'essayer de raconter ça. Mais vous savez, c'est ingrat. L'exil est une chose ingrate pour n'importe qui d'être obligé de quitter son pays. Mais dans des circonstances politiques ou dynastiques comme la nôtre, ça devient encore plus ingrat. Ça devient même une chose entre pathétique et piteuse, enfin, où il y a des gens qui se moquent, il y a des personnes qui font de l'esprit gratuit. Enfin, c'est quand on dit « Ah, la couronne pèse », je vous assure qu'elle pèse, mais alors, en exil, c'est bien pire. N'est-ce pas? Un exil, c'est quelque chose d'une figure, comme je dis, pathétique, parce qu'on a tous les désavantages, aucun avantage, et il faut quand même essayer de se tenir dignement. Alors c'est là où il faut faire beaucoup de travail, essayer de le continuer, ne pas s'en prendre, ne pas s'aigrir. Bon, vous savez, je dis, il y a tellement de mes compatriotes qui sont partis, qui ont fait une vie misérable et difficile avant de réussir, d'autres qui n'ont pas réussi. D'autres qui sont morts en cours de route, Dieu leur âme. Nous, on était en Égypte chez mes grands-parents. On avait quitté le pays avec sans moyens, donc c'est mes grands-parents d'Italie qui nous ont hébergés. Et puis, au bout de 4 ans, ma mère tenait à rentrer en Europe. Et par un pur hasard, l'ambassadeur d'Espagne avait entendu qu'on cherchait de rentrer en Europe. Il a dit, est-ce que vous considériez l'Espagne? Franchement, on ne l'avait pas considéré, mais c'était une chance, une merveille, voilà. La vie est telle, c'est comme ça que je suis venu ici, dans ce merveilleux pays, que j'y suis depuis si longtemps, que j'ai épousé une Espagnole, que j'ai 5 enfants qui sont nés ici. Une fois de plus, le côté positif. Que Dieu vous les garde d'ailleurs. Merci. Que vous garde également. Merci. Votre Majesté, de Sofia à Istanbul, d'Istanbul, prenez le bateau qui vous emmène en Alexandrie. Oui. Alors dites-moi, avez-vous le pressentiment de ne plus jamais revoir la Bulgarie? Oh, vous savez, je reviens à la mentalité d'un enfant de 9 ans, même si j'avais vieilli passablement, et c'est du reste pour ça que j'ai l'impression d'être un dinosaure, malgré mes 61 ans, parce que j'ai été l'adulte depuis l'âge de 6 ans, n'est-ce pas? Mais écoutez, non, j'avais une sensation bizarre, un sentiment étrange, pas de crainte, mais presque de peur physique qu'on allait nous éliminer en cours de route.
Et puis je vous dirais aussi que, bon, à partir de la frontière, n'est-ce pas, qu'on a croisé en pleine nuit dans le train, il y avait l'émotion aussi d'aller à l'étranger, de voir tout ça. Et donc il y a ce côté aussi un peu enfantin, bien entendu, parce que ce serait présomptueux de dire que oui, j'étais au courant, je pensais que je rêvais. Mais au fur et à mesure, si vous voulez, que les années passaient, et que je pensais déjà d'une façon d'adulte ou intelligemment, oui, même si je prétends être un peu historien sur les bords, j'avais l'impression que cet empire soviétique allait durer bien au-delà d'une vie humaine. Et donc j'étais parmi les surpris de voir cette implosion subite. Mais toutes ces années-là, franchement, je croyais que je ne reverrais pas la Bulgarie. Ça, j'en étais vraiment sûr. Votre Majesté, donc, vous êtes rendu en Égypte, à part le fait que votre grand-père, le roi d'Italie, Victor Emmanuel, résidait en Égypte. Il était là depuis quelques mois. Certainement, ce pays représentait une certaine protection. C'était une source de sécurité pour les familles royales, parce que c'était l'Égypte du roi Falou à l'époque, Oui. bien entendu. Dites-moi, l'Alexandrie était une ville cosmopolite, était un lieu de rencontre de différentes cultures. Comment vous pouvez la décrire à cette époque? A-t-elle eu un impact sur vous, sur votre pensée, oui. sur votre vision? Oui, mais moi je crois que tous ceux qui ont vécu en Alexandrie ont gardé quelque chose de très spécial ou sont même marqués. Il y a des amis qui rient et disent que mon accent est alexandrien aussi. Enfin bref, il y a quelque chose de spécial. C'était, comme vous dites, une ville mais vraiment très cosmopolite, une société tout à fait étonnante, et je la voyais que sur les bords, à travers mes yeux d'étudiant au collège, n'est-ce pas, d'écolier. Mais il y avait quelque chose de très spécial, très prenant. La guerre ne l'avait pas vraiment touché, donc il y avait ce côté aussi merveilleux face à une Europe encore complètement démolie, n'est-ce pas? Alors j'en garde d'excellents souvenirs, et d'ailleurs les amitiés qu'on se fait à cet âge-là au collège, et ça reste, et ce sont les plus durables, et du fait c'est comme ça que j'ai tellement d'amis du Moyen-Orient. En Alexandrie, vous avez intégré le Victoria College, qui est la meilleure école, qui était la meilleure école au Moyen-Orient, où les grandes familles envoyaient leurs enfants pour y étudier. Là, vous retrouvez ainsi sur les mêmes bancs le prince Hussein, qui allait devenir le roi de Jordanie, Oui. le prince Faisal II, qui allait devenir le futur roi d'Irak, Zaid Rafi'i, le futur premier ministre jordanien, Edi Arida, Rassan et Razi Shaker, Adnan Khashoggi et plein d'autres. Son frère aîné aussi, Le frère de Adnan. oui, Il s'appelle? le docteur, qui est devenu docteur maintenant, je ne saurais pas vous dire, parce qu'ils étaient une classe au-dessus, mais enfin, voilà, il y avait énormément de personnes qui sont assez connues dans cette partie du monde actuellement. C'est une bonne année, comme les vins, quoi. Et vous gardez avec eux toujours une certaine relation? Oh oui, oui, oui. D'ailleurs, le roi Hussein, Dieu et son âme, était un grand support du Old Victorian Association. Alors, de temps en temps, nous nous rencontrions, et je dois dire que c'était très rigolo de nous revoir peu à peu, prenant de l'âge, quoi, mais les relations et l'amitié étaient là. J'allais vous demander de restituer un tout petit peu cette période avec toutes ces petites histoires qu'elle peut éventuellement englober, sans contrainte, sans protocole, sans formalité. Je pense que vous l'avez décrite en quelques lignes, en quelques phrases. Vous savez, par exemple, pour le roi Hussein, pour moi, était un coup très fort, parce qu'au mois de septembre cette année, on aurait fêté les 50 ans de notre amitié, parce qu'il était entré au collège alors, je crois que c'était 49, oui, septembre. Voilà, lui était une personne telle qu'il a toujours été, mais comme enfant aussi modeste, gentil, il faisait toutes les corvées avec la meilleure des volontés, n'est-ce pas? Et qui aurait pensé que plus tard ce serait un homme, n'est-ce pas, avec cette poigne et cette importance, et en plus avec ce rôle énorme, et ses funérailles l'ont démontré, n'est-ce pas? Et d'autres aussi, des camarades qui plus ou moins sont entrés dans la politique ou dans le militaire, enfin, ou dans les affaires. C'est amusant de voir des fois comme ça qu'il y a un collège où il y a une série de circonstances qui ont fait que, et de nous revoir après, c'est amusant. Nous allons nous arrêter un tout petit peu avec une pause publicitaire, et puis par la suite, nous allons continuer notre conversation certainement passionnante. Comme vous voudrez.
Un grand bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes à Madrid en train d'interviewer Sa Majesté le roi Simeon de Bulgarie. En juin 51, vous avez quitté Le Caire, vous vous êtes rendu en Espagne, où le gouvernement accorde à la famille royale bulgare l'asile politique. L'Espagne, où l'on retrouve l'empreinte des Arabes, où l'on savoure la richesse culturelle, où l'on se baigne dans un univers d'art magnifique, est également un pays fascinant. Entre l'Égypte et l'Espagne, où sont les points de similitude, où sont les points de divergence, et votre nouvelle vie, comment elle était? C'est difficile à établir, je ne suis pas un expert pour pouvoir me prononcer sur les... humain. Ah oui, ça oui. Subtil. Ma foi, c'était un changement, je vous dirais, parce que moi j'avais été donc au Victoria College Alexandrie en anglais. Et puis en arrivant ici, on a vu que le British Institute avait une école qui était encore plutôt petite, où la formation n'était pas encore comme elle l'est maintenant. Et alors ma mère a décidé de m'envoyer au lycée français. Alors le choc culturel, si vous voulez, de me trouver subitement dans le lycée français quand je m'étais fait à l'idée de l'anglais, était rude. Alors j'étais un peu contrarié par ça. Et puis évidemment, les circonstances étaient différentes. Je parlais du côté cosmopolite d'Alex et qui n'avait pas été touché tellement par la guerre. L'Espagne, en 51, portait encore des traces très fortes du manque de beaucoup de choses, de leur guerre civile et du fait qu'ils n'avaient pas bénéficié du plan Marshall comme d'autres pays, n'est-ce pas? Alors il y avait une grosse différence. Puis après, peu à peu, naturellement, je me suis rendu compte, comme vous dites, la richesse culturelle énorme de ce pays, où il y a une contribution arabe très forte. Alors là, je voyais une certaine affinité avec ce que j'avais vu comme enfant en Égypte. Et bon, je me suis fait, naturellement, c'est normal. Je me sentais bien ici, donc c'est comme ça que cette maison est devenue, au fond, un coin de la patrie, un coin de maison, un peu tout. Pour son 18e anniversaire, le 16 juin 55, Simeon de Bulgarie fait une déclaration politique. Elle fut la première d'ailleurs. Alors quel message voulez-vous faire parvenir? Est-ce que vous vouliez rappeler l'opinion publique que vous êtes toujours présent? Est-ce que vous vouliez que vos 18 ans marquent le courant de votre vie? C'est quoi le but? C'était plutôt la tradition qu'à 18 ans, le souverain, ou n'est-ce pas, devient majeur. C'était donc pour remplir une condition que notre Constitution exigeait. C'était pour rappeler, comme vous dites très justement, et peu de personnes l'interprètent comme ça, de rappeler, bon, qu'on existe et qu'il y a certains droits et certaines choses qui sont là et qui devraient être, je dis bien devraient, reconnus par les responsables internationaux. Et puis c'était aussi face à nos Bulgares à l'étranger, parce qu'à l'intérieur, les choses étaient tellement hermétiques et interdites qu'on ne pouvait pas espérer que ça ait eu... Mais dans le record, si vous voulez, d'une vie, c'était une étape importante à marquer, et par la suite, voilà, on a vu que c'était pas si bête que ça, parce que finalement, il y a des choses qui ont été accomplies comme il le faut. Votre Majesté, un an plus tard, vous terminez vos études au lycée français, là où vous n'êtes vraiment pas adapté, comme il fallait d'ailleurs. Vous décidez de poursuivre vos études en sciences politiques et en droit, mais malheureusement, vous vous trouvez acculé à étudier chez vous à la maison. Alors dites-moi, est-ce que c'était par manque de temps, par excès de fonction, par snobisme? Pourquoi vous avez choisi d'étudier à la maison? Vous savez, je vous dirais, j'ai toujours été un homme à tout faire, ou une personne qui porte plusieurs chapeaux. Et à 18 ans, ma mère m'a dit, écoute, c'est très bien, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en tant que veuve, mais maintenant, it's up to you, tu vas t'occuper de mes intérêts, et puis il y avait mille et une choses, elle s'occupait des émigrés bulgares, il fallait étudier, je finissais le lycée plus ou moins honorablement, j'ose dire. C'était pas facile du tout, n'est-ce pas? On faisait les deux bachots, le français et l'espagnol, il y avait mille autres choses. Bref, c'est à cause d'un manque de temps, au fond déjà, et qui est une chose chronique 40 ans plus tard, je continue à être toujours pressé. Et c'est pour ça que je me suis dit, je suis des cours en m'inscrivant, en faisant, ça va demander trop de temps, j'aimerais avoir certains cours, suivre certaines choses pour une formation. Et puis après, j'ai aussi pensé faire un tour aux États-Unis pour voir ce que c'est les États-Unis. Et en Bulgarie, à l'époque,
il y a longtemps, mais le gars qui n'avait pas fait son service militaire n'était pas tout à fait un citoyen normal. Alors ma mère a dit, tant qu'à faire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Ils ont des académies qui ne sont pas l'académie de l'État pour dire qu'on devient militaire d'un pays ou d'un autre. Fais ce cours parce que ça te fera du bien, aussi du point de vue de autodiscipline. Effectivement, ça en fait beaucoup de bien. Et je dois dire que la discipline américaine à niveau académie militaire, c'est du prussien concentré. Mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Alors c'est ainsi que vous rendez en 58 à l'Académie militaire Valley Forge, Voilà. à Pennsylvania, où vous devenez un an plus tard second lieutenant. Mhm. Alors, dites-moi, Votre Majesté, qui vous a formé? Qui était en charge d'imprégner à votre vie cette touche royale, ses mœurs, ses traditions, ses coutumes? Vous savez, ma mère, je lui dois énormément. Le souvenir, la tradition, la façon dont on a été élevé, c'est presque automatique, comme je vous disais tout à l'heure. N'est-ce pas? Il y a des choses que, si on les assume comme une vocation ou un service, plutôt que comme certains politiciens essaient de croire que j'ai des ambitions ou c'est une façon de grimper ou d'arriver au pouvoir, moi je suis né avec le pouvoir, donc je n'ai aucun besoin, je connais tous les désavantages du pouvoir. C'est une vocation. Vous aviez certainement des conseillers, une équipe de travail, une équipe de conseillers. Ma foi, Vous avez oui, sélectionné. oui, il y a beaucoup d'amis sur le bon critère desquels je compte et je comptais. Peut-être les Voilà, anciens roulant ma généraux. bosse un peu partout. Je pouvais apprendre des choses de différentes cultures, de différents points de vue, d'angles politiques. Enfin, l'exil, c'est pas si mal que ça pour apprendre le métier. Donc c'est vrai, vous étiez un one-man show, et vous l'êtes toujours d'ailleurs. C'est comme Si ça vous qu'on voulez vous baptise. l'appeler, C'est comme ça c'est qu'on vous gentil. baptise d'ailleurs. Peut-être c'est un one-man show, oui, très modeste. Enfin, on faisait ce qu'on pouvait à l'époque, c'était plus ou moins une espèce de Croix-Rouge, parce qu'on essayait d'aider les réfugiés et les émigrés ici et là, et de maintenir un peu le côté culturel et l'esprit bulgare, enfin, mais tout ça c'est très modeste, vous savez. Alors, votre mère, la reine Johanna, aujourd'hui 91 ans, que Dieu vous la garde, Merci. ayant partagé une partie des années de règne de votre père, Mhm. et étant la fille du roi d'Italie, a certainement contribué à votre éducation. Dites-moi, entre parenthèses, comment a-t-elle porté l'exil et l'errance? Oh, avec une dignité énorme. C'est pas le fils qui parle, c'est l'homme qui observe. Et avec une gentillesse infinie. Moi, voilà, j'ai 62 ans presque. Je n'ai jamais entendu ma mère rouspéter ou un mot d'aigreur ou d'amertume ou de démoniser quelqu'un ou de culpabiliser quelqu'un d'autre. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose de formidable. Et peut-être que j'ai appris aussi d'elle ce côté un peu positiviste ou de voir les choses d'une façon constructive plutôt que de pleurnicher ou de ruminer son malheur ou je sais pas quoi. Avez-vous jamais ressenti une certaine crainte, un certain danger? Bon, aviez-vous peur d'être liquidé? Qui sait, peut-être, vous savez. J'espère que personne me déteste à ce point, c'est tout ce que je peux dire, parce que je mène une vie tout à fait normale, sans garde du corps et sans rien. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle Non, d'un passé. ben alors aussi, vous savez, non. Je crois que bon, on pouvait tout soupçonner, et d'ailleurs partout, il y a une brique qui peut vous tomber sur la tête sans plus. Donc c'est un danger comme un autre. Votre Majesté, les années s'écoulent, les décennies de même, et puis le temps passé, et puis la distance qui vous séparait de la Bulgarie devenait de plus en plus grande. Le jeune roi décroche ses diplômes, il se forme militairement, il se trouve enfin prêt à se forger une place dans l'arène politique internationale. Alors, le roi ne se veut plus dans l'ombre, dans les livres de l'histoire, il est là, il était temps de bouger. Comment vous êtes-vous organisé et comment se traduisait cette lutte? Sans m'organiser, honnêtement. C'est d'abord les liens de parenté, de sang que j'ai avec pratiquement toutes les dynasties européennes faisaient qu'on était bienvenus tout en étant très discret. Moi, j'ai jamais voulu, justement avec ma présence, gêner, déranger les relations de chaque pays avec la Bulgarie, la République populaire à l'époque, ou notre République actuellement. Donc j'ai toujours été très discret, autant qu'on m'appelait l'homme invisible. Mais ça m'a permis aussi d'avoir un accès partout. Ensuite, des relations par intérêt politique, certains pays qui s'intéressaient à Siméon, d'autres par amitié, par dans des endroits où j'avais étudié. Ça fait que, et de nos jours je l'ai encore plus, peut-être parce que les choses ont changé, encore,
J'ai un accès, une porte ouverte partout. Et alors là, je fais mon modeste lobbying pour le pays. Et c'est comme ça que je l'ai fait, sans m'organiser, sans de grands plans machiavéliques ou ça, parce que je trouve que si on fait un effort dans ce point de vue, on se perd. Parce que si on le fait naturellement, de bon cœur, et en pensant qu'on le fait pour son pays et pas pour soi-même, tout le monde vous comprend mieux, voit que ce ne sont pas des ambitions ou que j'essaie de profiter de l'amitié d'un pour me photographier avec un autre et des choses comme ça qui sont, à mon avis, très indignes et rentrent dans le côté pathétique du roi à New York, ce film de Charlie Chaplin tellement extraordinaire qui m'a marqué d'ailleurs beaucoup. Durant le règne communiste, vous avez certainement des partisans qui ne se sont jamais révélés, bien entendu, mais ils existaient. Alors, comment vous arriviez à communiquer entre vous? On ne communiquait pas. Je crois que c'était quelque chose d'intuitif. Chacun faisait ses conclusions sur l'état des choses en Bulgarie, et je l'ai vu en 96, quand je suis rentré pour la première fois, cet enthousiasme tout à fait spontané, authentique. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, c'était pas une foule, si vous voulez, brimée ou une foule politiquement excitée. C'était quelque chose de spontané et j'ai senti que là, comme je l'ai dit dans quelques allocutions, mes compatriotes et moi, nous nous comprenions. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu d'interruption, peut-être aussi le fait qu'on ait toujours continué à faire ce qu'on pouvait modestement pour la Bulgarie. Les gens l'ont compris. Il y a quelque chose, et il y a une symbiose, et il y a même une, je dirais, outre une symbiose, il y a une synergie sur laquelle je compte. Dans un système totalitaire qui existait jadis, à votre avis, quelle était la marge de manœuvre et d'action de vos collaborateurs? Aucune. Aucune. On ne parle pas d'un régime autoritaire. Souvent, des hommes d'État, politiciens, journalistes même, ou reporters, font une confusion, mais vraiment, je trouve, pernicieuse, autoritaire, et c'est tout, ou dictature, ou ça. Non. Il y a le côté beaucoup plus profond et dangereux du totalitarisme. Et nous étions un système totalitaire, pas une dictature toute simple, which is bad enough, n'est-ce pas? Mais on était sous un système totalitaire. C'est ainsi que je l'ai qualifié d'ailleurs. C'est ce que je dis, mais c'est pour dire que c'était pire parce qu'il y avait l'idéologie. Dans certains pays où il y a une dictature, c'est la personnalité, les circonstances, l'histoire qui le demande, mais c'est quelque chose de personnel et donc très éphémère. Tandis il y a que toujours là, un certain combat clandestin qui se fait. oui, mais c'était, vous savez, avec les mesures qu'il y avait et le fonctionnement de la police politique et de tous les autres instruments de répression, ça, croyez-moi, c'était écrasé de façon sans pitié, même au sein de leur propre parti. De temps en temps, il y avait des purges, n'est-ce pas, parce que, bon, Moscou changeait de cap et il fallait suivre. Votre lutte était notamment concentrée avec les réfugiés bulgares. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouviez offrir à ces gens-là? Étiez-vous en mesure de rendre service aux réfugiés bulgares, la plupart du temps démunis? Oh, vous savez, on essayait, maman a un cœur énorme, alors elle mettait de côté tout ce qu'elle pouvait, et elle m'enseignait ça aussi, de pouvoir aider un type pour traverser l'Atlantique s'il voulait aller aux États-Unis, de faire une recommandation pour qu'on lui donne un visa parce qu'on connaissait le consul d'un tel ou un pays. C'était des petites choses, mais beaucoup, vous savez, finalement. Et puis aussi de maintenir l'esprit un peu culturel, ethnique, historique, de voir là où il y a des communautés un peu plus grandes. Mais le Bulgare n'est pas émigré par vocation. Alors, on a peu de gens à l'étranger, du coup, on n'a pas de lobby politique vraiment comme d'autres nationalités ont aux États-Unis ou au Canada. Et on faisait ce qu'on pouvait, vous savez, mais on maintenait, je sais pas, il y a un esprit spécial, et je crois que ça m'est revenu, c'est d'avoir, au fond, tâché de faire du bien, qui est le devoir d'une personne qui a le sens religieux ou éthique de partager. Ça nous est revenu après, croyez-moi. Moi, je crois beaucoup à ça, que celui qui donne recevra toujours. Vous avez avoué que vous avez quitté la Bulgarie sans rien du tout. Vous êtes rendu en Égypte. C'est la famille de votre maman, donc votre famille maternelle. Ça, c'était là. Entretenu. Oui. Et puis l'héritage de mes grands-parents d'Italie qui nous ont, enfin, déjà un peu aidés. Et puis, bon, peut-être peu à peu, on s'est débrouillé. Voilà. Donc vous êtes lancé dans les affaires, bien entendu. Alors aujourd'hui, vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration de différentes compagnies, suisses, espagnoles et marocaines. Dans quel domaine se concentrent le plus particulièrement vos activités? Moi, j'ai toujours été une personne qui a aimé travailler pour
ou avec quelqu'un. Une chose que même un ami psychologue ou psychiatre un jour m'a dit, mais Simeon, c'est étonnant que toi, tu ne vas pas être toi-même ton propre boss. J'ai dit non, je préfère m'appuyer sur l'expérience des autres, sur la puissance des autres. Alors j'ai travaillé pour des compagnies, avec des sociétés, soit en consultant, soit sur le conseil d'administration. Mais aussi j'ai des prétentions peut-être modestes. Les dites grandes affaires ne m'ont jamais fasciné. C'est le penny business, les affaires qui touchent le grand public. C'est ce genre de côté qui m'a toujours intéressé. Je trouve qu'on peut faire plus, c'est plus fascinant, c'est plus terre à terre. Et donc voilà, je me suis vu dans beaucoup de sociétés qui vendent ou qui produisent des produits pour le grand public, pour la consommation. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et positif que essayer de faire des affaires extraordinaires avec des choses qui, des fois, ne sont pas tout à fait agréables. Je pense à des questions d'armement ou ça. Je ne condamne personne, c'est simplement ma façon de voir. Et j'ai toujours évité ça ou d'être une espèce de lobbyiste, entre guillemets, pour certaines affaires ou questions. Non, moi j'aime bien les choses terre à terre. À la suite de l'écroulement de l'Empire communiste, je pense que votre rêve de retourner en Bulgarie est devenu une réalité. C'était devenu un rêve accessible. Alors, votre retour en Bulgarie, nous allons en reparler juste après cette pause publicitaire. Pour l'instant, on s'arrête encore une fois. Amis téléspectateurs, ce soir, c'est un moment de privilège parce que nous avons l'opportunité et le grand plaisir de recevoir, d'interviewer Sa Majesté le Roi de Bulgarie, Siméon. Restez avec nous, on continue tout de suite après. Entre les tableaux qui racontent la gloire du passé et les photos qui comptent une histoire des plus intéressantes, nous sommes en train ce soir d'interviewer le roi Siméon de Bulgarie. Votre Majesté, peut-être c'est la première fois au XXe siècle qu'un peuple demande le retour à la monarchie. Comment expliquez-vous qu'après plus de 50 ans, le peuple formé notamment de générations qui n'ont jamais connu le roi et la famille royale ont préféré la restitution de la monarchie au lieu de la démocratie? Est-ce par nostalgie, par conviction ou par réaction à un système antérieur qui n'a pas du tout répondu aux aspirations des Bulgares? Écoutez, je vais commencer par dire que la monarchie et la démocratie se valent. La démocratie n'est pas exclusive à une république et vice-versa. La monarchie n'est pas forcément quelque chose qui va contre la démocratie. Je dirais que chez nous, nous avons une république en ce moment, tout à fait démocratique, bien entendu, mais on voit qu'il y a énormément de mes compatriotes qui pensent que peut-être la monarchie constitutionnelle a des avantages, surtout dans des époques ou des moments transitoires très compliqués de recyclage, de pensée, de tout. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est à nous, c'est propre, c'est bulgare. Je ne dirais pas que la Bulgarie est différente, mais peut-être ça fait partie de notre idiosyncrasie, de notre façon un peu complexe de penser, et de là que le fait de la monarchie n'est pas du tout exclu. D'autre part, il faut bien dire aussi, et ça je le répète souvent, mais sans trop de succès, c'est que une république, une dictature et une monarchie sont tout aussi vieilles l'une que l'autre. Il y a 2000 ans ou 3000 ans, on avait les trois systèmes. Donc je trouve parfois assez gratuit et même superficiel quand il y a des personnes qui vous viennent avec de grosses théories que la République, ou Dieu nous garde la dictature, sont plus modernes qu'une monarchie. Ça sont des préjugés gratuits qui viennent peut-être à cause de certaines circonstances, mais il faut demander ça aux citoyens des monarchies qui, je ne crois pas qu'elles vivent, et surtout des monarchies constitutionnelles, voire les européennes, qui vivent forcément sous un régime oppresseur ou vieux ou dépassé, n'est-ce pas? Alors je crois que maintenant que mes compatriotes ont presque 10 ans de liberté, ils ont pu
regarder un peu, certains voyager, d'autres comparer, se faire une idée, n'est-ce pas, que la monarchie n'était pas quelque chose aussi noir que la propagande marxiste avait voulu faire. N'est-ce pas? On voit même en Russie, au bout de 3 ou presque 4 générations, il en est question. Alors, ma foi, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les peuples s'exprimer, il faut surtout être pragmatique et voir ce qui est utile et ce qui porte le plus de bénéfices au pays. Ce n'est pas de se bloquer dans des dogmes et dans des préjugés politiques. Moi, je suis ouvert à tout. En 93, votre ami et votre hôte, le roi Juan Carlos, se rend à Sofia en visite officielle. Alors, la foule qui le recevait était venue en effet pour vous acclamer et pour revendiquer votre retour. Plus tard, lors de la visite de votre sœur et celle de votre mère, un peu plus tard, la chaleur humaine était inattendue. Alors, comment ces signes de sympathie ont été perçus par vous? C'est comme chose de très gratifiant. J'ai très ému et touché parce que je ne fais jamais d'illusions. J'essaie de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, je ne rêve pas, je ne brode pas. Alors, c'était vraiment très gratifiant. Mai 96 fut enfin votre premier retour dans votre mère patrie, après plus de 50 ans d'exil. Ce peuple vous réserva un accueil sans précédent, avec un enthousiasme affectueux. Vivons avec vous un tout petit peu ce retour et ce moment intense. En même temps que vous allez parler, nous allons visionner un petit film qui raconte en images visuelles les péripéties de ce voyage. Écoutez, pour moi, le fait de rentrer, évidemment, je ne peux pas l'expliquer. C'était quelque chose de tellement merveilleux, inattendu, et finalement fort comme sensation. Quand on a gardé, n'est-ce pas, l'amour ou l'affection et les images d'enfance, de revenir en un homme déjà plus que mûr, ben, c'était quelque chose de très fort. Côté, si vous voulez, un peu anecdotique, des amis m'ont dit, tu as fait le meilleur check-up de santé parce que si tu n'as pas eu une crise cardiaque avec les émotions que tu as eues et la fatigue, parce que c'était 23 jours avec un programme, sans exagérer, de 16 à 18 heures par jour. En plus des émotions, c'était le côté physique aussi. Mais vous savez, quand on a cette charge émotionnelle de voir la bonté qui vous est, enfin, avec laquelle vous êtes confronté tout le temps, ça vous donne des forces formidables. Alors là, on a résisté à ça. Je ne pourrais pas dire un événement, un moment, sauf l'instant que j'ai pu me recueillir sur le tombeau de nouveau rétabli de mon père dans le monastère de Rila. J'ai demandé au père abbé d'y aller après dîner quand il n'y avait plus de pèlerins, plus personne. J'ai demandé d'être seul dans l'église. Et là, ça a été un moment vraiment crucial et très spécial parce qu'au fond, c'était revenir et faire une espèce de... Pendant 20 minutes, j'étais tout seul, à genoux devant le tombeau de papa. Et bon, ça a été très fort, mais ça en fait un bien fou. J'en suis sorti complètement, si vous voulez, libéré d'un tas de poids. Et ça m'a donné aussi un côté merveilleux, comme si on avait tourné une page et que les choses recommençaient. Donc c'était la nostalgie et l'espoir en même temps. Également, oui, ou peut-être de dire, voilà, on est là, n'est-ce pas, rien n'est... Un défi que vous avez remporté. Vous savez, il y avait le fameux professeur de l'université de Salamanque, Fray Luis de León, qui avait été condamné pour ses idées, et avait été mis en prison, je crois que c'était 3 ans, et en ressortant, il a repris sa chaire, et il a dit aux étudiants, comme nous disions hier, et il a repris les cours, au bout de 3 ans de prison. Chez moi, ça a été un peu comme ça. Au bout de 50 ans, ça a été effacé en ces 20 minutes, et je commençais, mais alors vraiment... une nouvelle étape. Vous êtes alimenté de nouveau. Une nouvelle étape. Comme si vous aviez rencontré votre père et vous lui avez dit, voilà, je suis là, de nouveau avec le flambeau, on continue. Peut-être le flambeau ou le fait de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir faire quelque chose de positif, oui. Oui, il y avait quelque chose là de très spécial, mais que je ne saurais pas vous expliquer. Vous avez remporté un défi, je vous ai dit. Vous savez, on se fait des défis parce que c'est ce qui vous maintient, mais des défis, je dirais, gentils et pas d'ambition. Enfin, c'est un défi personnel, peut-être. Oui, 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 oui. Et dans l'inconscient. Oui. Qui a d'autant plus de mérite parce que c'est plus authentique. Votre Majesté, dans le discours de retour et à la fin de cette visite qui s'est prolongée, comme vous venez de dire, sur 23 jours, vous avez mentionné avoir sans senti... un seul incident, ce qui est aussi important, je trouve, parce qu'on aurait pu avoir des manifs organisés ou des enthousiasmes d'un côté ou de l'autre ou des réactions
adverse. Il fallait dire que d'abord on était sous un gouvernement communiste à l'époque, qu'il y a encore énormément de mes compatriotes qui sont de l'avis que le système marxiste est bon, qui est leur droit et leur privilège, bien entendu. Alors on aurait pu avoir des incidents. Et pour moi, le fait qu'il n'y ait pas eu, ça a été un succès personnel énorme. Parce que ça veut dire que j'ai heurté personne, que j'ai passé le message que je venais en un homme de paix, de bonne volonté, et pas en quelqu'un qui cherche quelque chose, n'est-ce pas, ou des ambitions. Et Dieu sait que ça aurait pu arriver. Il y a des tomates bien mûres en Bulgarie au mois de juin, donc on aurait pu avoir ça aussi. Quand on est pacifique, on ne récolte que le bien, il faut dire. Peut-être, oui. Espérons bien. Alors, dans ce discours, vous avez mentionné avoir senti la confiance de votre peuple en vous. D'habitude, la confiance se construit. Estimez-vous qu'une période de 3 semaines est suffisante pour établir des liens solides de confiance entre le peuple et le monarque? Et concrètement, qu'avez-vous entrepris pour votre peuple et votre nation? Écoutez, c'était le retour de l'histoire. Au bout de 50 ans d'un système qui se disait république, mais qui, je crois, que était une injure à l'idée d'une république démocratique, mais enfin républicain, tout à coup, on revenait aux origines. La Bulgarie a eu 13 siècles de monarchie, parce que même les 5 siècles sous domination ottomane étaient un souverain, donc on a toujours eu une monarchie. Et subitement, en 1946, n'est-ce pas, nous avons eu ce chiffre absolument formidable de 94% contre la monarchie, ce qui nous montrait l'authenticité de cette consultation. Mais enfin, bref, il y a eu ça. Il y a eu les 50 ans qui n'étaient pas un grand succès, ni quelque chose de tellement merveilleux, qui a rajouté à le fait qu'on découvrait ce personnage qui était le fils du roi Boris, qui quand même, malgré tout, était une personne très populaire. Il y a eu une espèce de symbiose, une fois de plus, d'un tas de circonstances émotionnelles, réelles, ou ce qu'on voudra, qui ont fait que nous nous sommes rendus compte qu'on parlait le même langage, comme si l'histoire, le temps n'était pas, ne s'était pas écoulé. Et je crois que ça, si la Bulgarie avait vécu une époque d'or merveilleuse sous ces 50 ans, si la propagande n'avait pas été aussi grossière contre nous, et si notre peuple n'avait pas l'esprit de contradiction que nous avons, et que je connais bien, ma foi, peut-être la réaction était différente. Or, elle a été telle qu'elle est, il faut la prendre pour ce qu'elle est, l'analyser et aller au-devant. Comme si le temps s'est arrêté en 1943 et qu'il a repris justement en 1996. Oui, mais en nous recyclant tous. Moi, en tout cas, j'ai fait un effort, je suis encore suffisamment jeune, je crois, pour pouvoir me recycler et donc voir les choses avec l'optique de nos jours. Un dinosaure, comme vous oui, l'avez dit d'ailleurs. Mais le dinosaure peut encore avoir quelques petites lueurs. Votre Majesté, dans le même discours, le courant de bonne volonté qui a accompagné votre visite a, selon vos propres mots, effacé la longue et pénible expérience de l'exil. Absolument, c'était la plus grande compensation. Oui, mais oublier 50 ans d'amertume et de douleur, ça peut s'interpréter différemment. Ou plutôt 2 interprétations peuvent découler. Soit vous n'avez pas ressenti le malheur de l'exil, puisque vous étiez trop jeune quand vous avez été contraint à quitter le pays et à vous exiler. Donc, vous n'êtes pas familiarisé avec le pouvoir, contrairement au Shah d'Iran, par exemple, soit votre déclaration était exagérée. Écoutez, l'exil, pour moi, ce n'est pas le manque de pouvoir, de palais ou contact politique. Pour moi, l'exil, c'est d'être chassé de son pays, là où on est né. Finalement, c'est un droit, je crois, fondamental. Donc pour moi, l'exil, c'était ça, c'est de voir la Bulgarie au-delà d'une barrière. Ce n'était pas penser que j'aurais pu être sur le trône, j'aurais pu faire ceci, non. Alors que voulez-vous, l'amertume de l'exil, je l'ai pâti, subi, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un fait un peu triste, entre pathétique ou des fois tragicomique. Enfin, le roi en exil, et on peut se moquer très bien de ça et faire de l'esprit à côté, que j'ai subi d'ailleurs, tant pis, ça m'a appris aussi des choses. Je crois que c'était autre chose, c'était quelque chose qu'il fallait dans l'histoire contemporaine de la Bulgarie. Votre Majesté, le retour définitif est prévu pour quand? Ça, il faut le demander à mes compatriotes. Serait-il un retour conditionnel? Ou serait-il Monsieur Karam, je suis personne pour dicter. Il faut que ce soit un retour utile, un retour pratique, un retour qui sert au bien-être de mes compatriotes et au pays en fin de compte. Donc vous attendez une certaine conjoncture, interne et externe?
Oui, ça, conjoncture, il en faut, parce qu'on peut pas faire les choses de sa propre volonté et main. Mais je trouve qu'il faut voir ça, et que la majorité de mes compatriotes pensent qu'effectivement, il y a quelque chose pour tourner une page, pour montrer une autre image de la Bulgarie face à cette Europe à laquelle nous aspirons tous. Nous sommes européens, mais on aspire à l'Europe communautaire. Enfin, ma foi, peut-être une personne comme moi qui a vécu toujours en Occident, mais qui a la mentalité, et croyez-moi, bien forgée du bulgare, ben, ça peut être aussi une expérience intéressante et utilisable pour le bien du pays. Le Parlement bulgare actuel a voté pour une loi qui interdit à toute personne n'ayant pas résidé pendant au moins 5 années consécutives en Bulgarie de se présenter pour prendre le pouvoir. Et je pense que cette loi a été taillée sur votre mesure. Alors, comment vous pouvez l'affronter ou la confronter? Vous êtes averti. Je vous dirais, c'était en 90 qu'on a fait ça, pour parer éventuellement ce que j'appelle entre guillemets le danger Siméon. Or, maintenant, il y a quelques mois, on a aussi passé une disposition comme quoi la question du changement de la forme de gouvernement, c'est-à-dire république ou monarchie, ne pourrait pas être décidée par un référendum. Et ça m'amuse parce que dans l'espace de 9 ans, il y a eu 2 limitations très juridiques, très pures, très bien, n'est-ce pas, mais qui ont l'air de viser certaines circonstances. Écoutez, ça, ce sont les questions de la politique. Et la politique est quelque chose qui change et qui n'est pas du tout stable au meilleur sens du mot, n'est-ce pas? Il faut voir le côté pratique. Et moi, je dis que pour une réussite, il faut le côté pratique. Il ne faut pas le côté dogmatique, il ne faut pas les préjugés. Alors, c'est à mes compatriotes de penser. De votre Majesté, ce retour éventuel, comment vous le préparez? Ça, c'est difficile parce que ça a l'air qu'on est en train de... Vous y pensez quand même? Ben oui, parce qu'avec l'âge, c'est quelque chose qui commence à me, si vous voulez, préoccuper, parce qu'on s'attend énormément. Beaucoup de gens s'attendent énormément, et même des idées tout à fait peu réelles de ce que Siméon pourrait faire, parce que Siméon tout seul ne peut rien faire. Et Siméon, avec un consensus, Siméon, avec une grande coalition et avec la volonté de tout le monde, je crois qu'on serait capable vraiment de faire du bon travail. Mais, une fois de plus, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi personnellement. Bon, votre rôle de roi aura-t-il une mission différente de celle que votre père avait jadis? Et quelles sont les limites de votre pouvoir et responsabilité si jamais un retour est définitif? Ça, il faudra le voir. Vous savez, sur le moment, une démocratie couronnée, qui serait notre cas au début du 3e millénaire, ne peut pas ressembler à une du début ou du milieu du 21e siècle, du 20e siècle. Par conséquent, chaque chose a son moment. Moi, je crois énormément aussi aux circonstances au moment. Et ici, nous parlons de circonstances qui mèneraient cette Bulgarie à s'intégrer dans le reste de l'Europe. Et donc, nous devrions agir comme tel. Moi, c'est pas que je sois un monarchiste illuminé qui croit fermement que c'est le meilleur des systèmes. Croyez-moi, je suis suffisamment objectif, et peut-être j'ai lu suffisamment d'histoire pour ne pas être absolu dans cette idée-là que la monarchie, c'est le meilleur. Je le défends parce que je vois que c'est le système le plus flexible, qui peut parfaitement mettre ensemble beaucoup de tendances politiques qu'un chef d'État qui provient d'un seul parti ou d'un groupe ne peut pas, parce qu'il est limité par ça. La monarchie, dans ce côté, a quelque chose de beaucoup plus souple, de plus flexible, et par conséquent... Plus solide également. Ben oui, parce qu'on revient à l'histoire, et dans des moments de transition, on a l'Église, la religion, ou l'histoire, pour nous tenir un peu avec les secousses qu'il y a. Et alors là, je crois que... Bon, donc la monarchie serait à une distance égale de tous les partis, de toutes les tendances, de tous les courants politiques. C'est en tout cas mon credo, outre le fait que c'est par le livre aussi d'un souverain constitutionnel. Au cas où vous régnerez à nouveau, avec des limites de pouvoir assez larges, quels seraient les grands traits de votre politique, surtout la politique économique Oula, et sociale? Là nous entrons dans des territoires et des terrains qui sont un peu
dans la science-fiction. Non, parce que je suis tellement réaliste que j'ai de la peine à vous énumérer maintenant de façon grandiloquente ce que je ferai, ce que j'entreprendrai. Je vous dirais que j'ai énormément de gens qui croient en Siméon, l'individu Siméon, ce qui est très gratifiant du reste. Et je crois que là, le moment venu, on trouvera ou on appliquera ce que je pense ou ce que mes collaborateurs, conseillers, amis pourraient ou auront déjà pu me signaler. Je n'aime pas entrer dans le rôle de dire je vais faire ça, ceci, parce que si j'étais candidat à la présidence de la République ou si j'étais candidat à revenir en tant que roi, c'est alors que c'est un discours ou une question qui pourrait être examinée. Maintenant, je trouve que ce serait presque présomptueux de dire ce que je pense faire. Votre Majesté, j'ai remarqué que vous appréciez énormément l'opinion des médias internationaux ainsi que celle de l'élite politique et culturelle. Est-ce que vous les craignez? Oh, si on ne fait pas quelque chose de bien méchant, je ne vois pas qu'il y a crainte. Il y a des préjugés que je crains. Il y a des idées fixes que je n'aime pas. Mais si j'ai affaire à des hommes d'État qui sont pragmatiques aussi, je m'entends même s'ils parlent le chinois ou la langue que je ne connaisse pas. Vous prenez toujours une Bulgarie unifiée. Est-ce que vous ressentez un certain danger, un danger réel et imminent, qui menace l'unité et qui peut engendrer une certaine division? Écoutez, non, la Bulgarie d'abord c'est un territoire tout petit, je crois que suffisamment cohérent à tout point de vue. Le Liban est également petit. Évidemment, la monarchie représente aussi, voilà, un peu l'unité ou l'union, voire par exemple la Belgique, n'est-ce pas, comme exemple direct en plein centre de l'Europe. Je crois que la crainte est qu'on nous juge par le même, si vous voulez, maître que d'autres pays dans le sud-est européen, et je souligne bien dans le sud-est européen et pas les Balkans. Je crois que chaque pays a son histoire, son passé, son idiosyncrasie, pour ne pas être mise dans un sac plus ou moins géographique avec d'autres. Avec ça, je ne vais rien dire contre les autres pays. Par conséquent, la petite Bulgarie, je crois qu'elle est suffisamment une pour qu'il n'y ait pas de danger. Si on fait allusion souvent maintenant à une minorité musulmane, alhamdoulilah que nous l'avons, ça enrichit notre culture, n'est-ce pas? Mais nous avons nos Bulgares qui étaient devenus musulmans avec 5 siècles de domination ottomane. Il y a énormément de Turcs qui, au moment de la libération en 1878, sont restés chez nous parce qu'ils s'y plaisaient. Et on a une autre ethnie qui sont nos Tziganes, dont 60% plus ou moins sont des musulmans. Ces trois groupes de notre population, de nos propres Bulgares, parce qu'ils portent tous le même chose d'identité, carte d'identité, ben, ça fait un 13%, je crois, grosso modo, de musulmans. Et puis quoi? Ben, je ne vois pas qu'avec ça, il faut croire que le pays est menacé de ceci ou de cela. Votre Majesté, vous avez demandé aux autorités bulgares actuelles de fouiller dans les registres et dans les documents des années 40 de la Bulgarie, dans l'espoir d'aider à découvrir les vérités de cette période. Pensez-vous qu'ils avanceront dans cette enquête? Oh oui, vous savez, tout le monde voudrait, tout le monde a le droit d'abord, mais surtout voudrait, et puis de nos jours, ma foi, les secrets sont de polichinelle, donc on arrive à faire sortir tout, il faut le temps, il ne faut pas bousculer. Il ne faut pas presser, parce que quand même, ma foi, recycler une mentalité de 2 générations, c'est pas évident. Pardonnerez-vous à ceux qui vous ont détrôné et qui vous ont fait errer dans ce monde? Et la plupart sont déjà décédés, Dieu et leur âme. C'est pas à moi de juger ni de pardonner, vous savez. Si on regardait ça, on perdrait trop de temps et d'énergie. Et la vie est beaucoup trop brève. Alors moi, je regarde à ce qu'il y a à faire, et puis c'est à quelqu'un d'autre ou à la Providence à les juger. Nous allons vous arrêter encore une fois avec la toute dernière pause publicitaire, et par la suite, nous attaquerons à la 4e et toute dernière partie de l'émission. Majesté, vos relations avec le roi Hussein, le roi Hassan, ainsi qu'avec beaucoup d'autres dirigeants et chefs d'État de pays arabes
vous ont-elles permis de mieux vous familiariser avec les problèmes du monde arabe? Oui, je crois que par curiosité d'abord, par respect envers ces personnalités, de les écouter, parce que ce sont quand même des personnes qui ont une expérience énorme, et aussi, je l'avouerai bien, par sympathie, affection, peut-être qu'il me reste de mon enfance. Est-ce que vous estimez que cette familiarisation avec les problèmes des pays arabes, avec ces nations arabes, sont la raison prédominante de votre compatibilité, de votre affection envers les minorités bulgares musulmanes dont vous souhaitez préserver l'identité? Peut-être, il se peut, mais je trouve que toute culture est enrichissante. Alors si on a plus d'une culture dans un pays, tant mieux. Vous invitez souvent les Arabes à venir investir en Bulgarie. Pourquoi? Oh, je ne pourrais pas dire les Arabes comme tels, mais si j'ai des amis influents, pourquoi pas leur dire, mais aussi d'autres, on essaye d'attirer tout l'intérêt possible envers ce petit pays qui se débat pour se frayer, disons, un chemin pour se remettre dans le cours de l'Europe, parce que finalement, c'est un gros avantage. Géographiquement, on est dans une position très intéressante, pas loin du Moyen-Orient. On s'entend bien avec le Nord, pour dire la Russie, l'Ukraine. On est voisin d'un énorme pays qui, je crois, a un grand avenir économique, qui est la Turquie. Ma foi, tout ça, ça fait qu'on a tout intérêt à essayer d'attirer l'attention, mais comme il y a tellement de pays qui faisaient partie de l'Empire soviétique, alors il faut faire des efforts pour attirer les investissements. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que les gens viendront. Alors c'est ce que j'essaie, c'est de dire ça à mes compatriotes, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'on attire des investissements. Parce qu'il y a trop de pays qui offrent pratiquement la même chose. Donc vous avez certainement une confiance assez grande en l'avenir de la Bulgarie. Bah, je crois, parce que c'est un pays qui est petit, primo, secondo, il est européen, et terre sûre, nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres, et je crois qu'on pourrait s'en tirer si on mettait un peu les efforts ensemble et on gâchait pas beaucoup d'énergie dans des chamaillages politiques parfaitement inutiles. Donc que vous retourniez, que vous reveniez ou non, c'est pareil, la confiance est toujours là. Ah, ben, je ne serais pas bulgare autrement. Mais enfin, je vous dis, je suis réaliste, donc je ne me fais pas d'illusions non plus. Vous parlez l'arabe, vous protégez les minorités musulmanes chez vous dans votre pays. Vous connaissez... Je ne parle pas l'arabe abadan. Je parle chouaïa vas ou balade kaman. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'arabe élégant que je devrais utiliser. شو العربي البلدي؟ العربي البلدي عربي. طبعا. لغة خاصة بمنطقة معينة من الريف المصري. Oui, c'est du masri en plus. Vous savez, au bout de quelques jours que je suis avec des amis arabophones, que ça revient, mais malheureusement, le switching subi avec mon âge commence à me créer des difficultés, alors vous m'excuserez. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que nous avons parlé ce soir que le français est bien avant le tournage, le français et l'anglais. Alors on n'a pas du tout pensé à parler arabe. Je veux dire, vous savez, avant que je vienne ici, j'avais vraiment pensé, parce que dans votre CV, j'avais lu comme quoi vous possédez 7 à 8 langues. Et vous les pratiquez à la perfection. Oh, loin de là. Loin de là, mais plus ou moins je me débrouille. Je ne savais pas comment ou dans quelle langue vous interviewez. Et puis à la fin, je me suis dit en français, c'est une langue à travers laquelle vous pourrez le mieux vous exprimer, vous pourrez, à mon avis, faire parvenir le message que vous avez en tête. Probablement en arabe, ce ne sera pas le cas. Mais quand même, je peux assurer ceux qui nous regardent ce soir que vous parlez très bien l'arabe. Oh non, je le comprends. Et ça revient, comme je dis. Vous savez, le bulgare, hormis les Bulgares et quelques étrangers qui ont la gentillesse de l'apprendre, personne ne parle. Donc, nous sommes obligés de parler plusieurs langues. Ce n'est pas, je crois, que les Slaves soient spécialement doués. C'est uniquement une question de nécessité. Et puis, comme je dis, j'ai roulé ma bosse un peu partout. Alors, j'ai appris les langues. Mes grands-parents, mes parents étaient, et ma mère aussi, des polyglottes. Alors, peut-être qu'il y a une chose génétique aussi. رح نرجع للسؤال اللي طرحناه قبل شوي يلي من خلاله تشعبنا وطلعنا لمواضيع مختلفة. Alors, vous m'avez dépassé. Alors, je disais comme quoi vous parlez l'arabe, vous connaissez plein de rois, plein de chefs d'État arabes, vous protégez les minorités musulmanes en Bulgarie. Comme quelconque minorité, vous savez, c'est pas qu'on en ait tellement, mais je crois que c'est la fonction de la couronne et ça a toujours été. N'est-ce pas? C'est le souverain, au fond, l'ultime instance, et donc c'est celui qui protège. C'est au moins comme ça que je l'entends. Pas dans tous les régimes, il faut dire. Malheureusement. Alors, si vous retournez à Sofia, comment prévoyez-vous les relations avec les pays arabes? Ah ben j'espère qu'aussi bonnes que je les sens moi dans mon cœur, et on n'a aucune raison en Bulgarie en tout cas de ne pas les avoir. Et comme je dis, nous sommes proches du Moyen-Orient, donc il y a des possibilités de toutes sortes.
Votre aïeul, Boris Ier, Khan des Bulgares, se convertit au christianisme sous la double pression de la Grande Moravie et de Byzance. Votre père, le roi Boris III, catholique selon le vœu de sa mère, se confirme dans le rite orthodoxe pour satisfaire l'opinion publique bulgare et faciliter le rapprochement avec la Russie. La Russie orthodoxe, oui. Alors, selon les circonstances et le contexte de la situation, changeriez-vous de religion ou de rite à votre tour? Oh, moi je me sens très bien dans ma peau en tant qu'orthodoxe, n'est-ce pas? Et j'ai des enfants qui sont orthodoxes, d'autres qui sont catholiques. Ma femme est catholique, ma mère est catholique. Moi, je crois que l'essentiel, et c'est ce que j'ai enseigné toujours à mes enfants, mais aussi à mes proches, c'est de croire. Je crois que ça, c'est un appui essentiel dans la vie. Et j'admire ceux qui ne croient pas, parce que moi, je n'aurais pas cette force si je ne croyais pas. Alors, l'essentiel, c'est de croire. Mais de là à nous diviser ou nous partager, je trouve que c'est un exercice aussi inutile. Il ne faut pas bousculer, il faut respecter. Et je crois que la religion vous enseigne aussi l'amour, la tolérance. Et c'est bien beau d'exercer ça. Votre orthodoxie, comment vous la vivez? Comme tout orthodoxe, tous les jours que je peux, je vais à l'église. Nous respectons les traditions, enfin, mais je vous dis, c'est une orthodoxie pas excluante. Mais votre orthodoxie intellectuelle? Ah, celle-là, elle est beaucoup plus divergente ou différente. J'ai un côté éclectique, je m'intéresse à énormément de choses. Et donc, je n'ai pas d'orthodoxie dogmatique intellectuellement, au contraire. Là, je suis vraiment énormément ouvert et je ne prétends pas avoir la solution absolue au problème. Votre Majesté, en 62, vous épousez en corps et âme Donna Margarita Gomez à Ceba y Cerquela, c'est ça? J'ai bien prononcé? Cerquela, oui. Cerquela. Alors, où vous êtes-vous rencontrés? Ici, en Espagne. C'est une fille qui avait beaucoup de succès et qui, bon, je la trouvais très jolie. Puis, à cet âge-là, les différences sont très importantes et les filles aiment les garçons plus âgés. Donc, moi, étant de son âge ou un peu plus jeune, elle me tuerait si elle voyait que j'admets ça. Bref, puis je l'ai perdu de vue. Puis, elle est allée aux États-Unis en même temps que moi, j'étais à l'académie. Je lui ai dit un jour, écoute, tu ne veux pas venir à un des bals qui avait là qu'on faisait l'académie? Puis, elle ne pouvait pas. Alors, j'ai dit, bon, ben, au retour, on se verra. Je m'étais acheté à la fin de mon séjour une magnifique Chevrolet. Alors j'ai voulu faire l'épater, faire de l'effet. Je l'ai invité à voir cette voiture et peut-être c'est comme ça qu'on a commencé. Je ne dis pas que c'est grâce à GM, mais enfin peut-être c'est comme ça que ça a commencé. On s'est revus, puis finalement au bout de beaucoup de difficultés, puisqu'elle est catholique, il fallait avoir l'accord du Vatican et ainsi de suite. Mais je vous parle d'il y a presque 40 ans. Heureusement maintenant les choses sont beaucoup plus relaxes du point de vue religieux aussi. A-t-elle tout de suite épousé l'exil et le poids de l'exil? Ah oui, elle a été merveilleuse de savoir s'adapter. Pourtant, c'est une personne très indépendante qui a vécu indépendamment parce qu'elle était orpheline et elle faisait toujours, enfin, depuis l'âge de 18 ans, elle faisait ce qu'elle voulait, je veux dire. Et pourtant, elle s'est parfaitement adoptée et c'est une mère exemplaire et, ma foi, je crois que mes compatriotes ont su apprécier ce côté extraordinaire. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le fond. Ses parents ont été exécutés pendant la guerre civile. Ben, il y a peut-être quelque chose qui avait un peu une similitude avec mon propre passé. Comptez-vous sur elle? Oh oui. Oh oui. Malgré les 37 ans de domination espagnole, et elle dit de 37 ans de domination bulgare, on compte, je crois, réciproquement l'un sur l'autre. Votre mariage a donné fruit à 5 enfants, Kardam, Kirill, Kubrat, Constantin et Kalina. 5 enfants, 5 prénoms différents, mais toujours une seule lettre par laquelle vous commencez, qui commence plutôt les noms de vos enfants. Les gens vont penser que je suis ennuyeux ou réverbératif. Non, c'était un pur hasard. Moi, je cherchais pour le premier enfant un nom qui soit facile à prononcer pour les étrangers, puisqu'on prévoyait vivre à l'étranger, qui soit d'un de nos souverains qui n'avait pas guerroyé avec ses voisins, et on a trouvé Kardam. Puis quand un second garçon est né, je me suis dit, mon oncle Cyril, qui en bulgare est Kirill, était tellement populaire et mort dans les circonstances qu'il était mort, et ma femme était d'accord, alors on l'a appelé Kirill. Et puis quand un troisième garçon est venu, on a dit, bon, il y a déjà 2 cas, on va continuer, et le nom Kubrat est un nom 1, très ancien bulgare, aussi d'un de nos camps. Et puis Constantin, c'était plus pour le roi Constantin de Grèce, puisqu'il m'avait demandé d'être parrain de son fils aîné, alors c'était une sorte de courtoisie, mais Constantine Hassen est un personnage de notre histoire aussi.
Et puis la dernière, moi je voulais l'appeler Clémentine comme arrière-grand-maman, la fille du roi Louis-Philippe des Français. Et ma femme a dit non, elle ne pourra jamais se marier parce qu'avec un prénom comme ça, parce qu'en Espagne c'est un genre de mandarine sans semences, et comme ça sans pépites. Et puis c'est trop laid comme nom, Clémentina. Alors j'ai dit bon, alors, un nom très populaire bulgare, Kalina, qui veut dire la bête à bon Dieu. Et c'est un prénom assez original et joli du fait. Et maintenant en Bulgarie, il y a beaucoup plus de Kalina de nouveau. Et alors, c'était un hasard que la lettre K est venue dans la famille. En fait, ce n'était pas une tradition ou quelque chose. Moi, c'est Karam, avec un K. Ah oui, c'est Karam, voyez, voilà, il y a un matching ici dans cette situation. Votre Majesté, parlez-nous un peu de vos enfants. Comment vous les avez éduqués, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? On les a éduqués, on a essayé de faire des citoyens ordinaires qui contribuent quelque chose à la société, qui soient des types sérieux. Ma foi, je crois que là, nous avons réussi, peut-être par ce côté terriblement terre-à-terre que ma femme a aussi, ou le fait que les garçons, Dieu soit avec eux toujours, sont des braves personnes et donc ils ont réussi, ce sont des professionnels, leurs femmes travaillent aussi, sont elles, chacune à son tour aussi, mes belles-filles, et de mères aussi, je crois, tout à fait gentilles et respectables. J'ai déjà 5 et presque 3/4 de petits-enfants, qui est merveilleux. Mais ce sont des types polyvalents, sérieux. Il y a certains qui sont même des workaholics, qui travaillent comme des brutes. Ben, c'est très bon. Est-ce qu'il y a le petit Siméon ou pas encore? Non, non, parce que je n'aime pas les répétitions. On a fait l'exception pour mon oncle, mais il y a un petit Boris chez un de mes fils, mon fils aîné. Et voilà. Mais enfin, je dirais qu'une satisfaction énorme de voir ces garçons. Et voilà, je dis une compensation. Les 50 ans d'exil, un problème ou l'autre, je n'aurais pas eu cette femme, on n'aurait pas eu ces enfants. Il faut voir le côté positif dans chaque situation. Puis il y a un qui est conseiller économique du président bulgare, ce qui me paraît magnifique, parce que c'est la 4e génération qui est, si vous voulez, directement relationnée, ou comme ce qu'on dit, avec le pays. Donc c'est un bon rapprochement, alors. C'est un bon rapprochement. Ah ben oui, oui. Et je crois qu'il y aura d'autres qui suivront, parce qu'enfin, il y a beaucoup à faire en Bulgarie. Pourquoi pas eux? Ils ont vécu toujours avec l'idée de ce que leur père faisait ou parlait ou disait. Maintenant, ils se rendent compte que peut-être ce que papa faisait dans son petit bureau de 2 mètres sur 3 pendant 40 ans, peut-être ça a servi à quelque chose, que ce n'était pas un idéalisme qui tournait à vide. Votre Majesté, moi je vous remercie infiniment pour cette entrevue que vous m'avez accordée. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné également. J'espère que la prochaine entrevue, on la concrétisera en Bulgarie. Elle se fera en Bulgarie, chez vous, le jour où vous serez de nouveau parmi votre peuple, dans votre palais. J'espère que durant cette entrevue, on a pu dresser un portrait, on a pu vous situer, on a pu vous présenter pour le public arabe et libanais dans le contexte que vous méritez, dans le contexte qui vous va, qui est à votre taille. Je sais que nous sommes revenus dans le temps à des événements tragiques, à des moments intenses que vous avez vécus malheureusement dans la tristesse et dans l'amertume, mais c'était une obligation. On devait un peu épouser l'histoire, on devait la restituer afin de permettre à tout le monde de nous suivre, de suivre les péripéties dans lesquelles nous sommes campés pendant cette entrevue. Alors, merci encore une fois. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour votre famille. J'espère que dans vos déplacements, la chance vous accompagnera. Je sais que vous êtes quelqu'un qui voyage énormément. Vous passez la plupart de votre temps dans l'avion. Alors, dans tous vos déplacements, dans toutes vos préoccupations, j'espère que le succès et la réussite seront toujours à vos côtés. Alors, pour clôturer, voilà, vous êtes ici, devant tout un public. La caméra est devant vous. Allez-y. M. Karam, merci de vos paroles qui nous touchent profondément. C'est vous qui avez dressé un portrait en préparant cette entrevue si soigneusement. C'est aux spectateurs de juger si moi j'ai su être à la hauteur de vos questions et si aussi ils comprennent ce que le sens, je ne dirais pas le drame d'une vie, et les possibilités qu'on a quand on veut bien faire et quand on aime son pays. Merci et très bonne soirée.